qui vont faire la première table ronde de nous rejoindre. Donc, Bérénice, Benoît, Muriel, Philippe, Sandra et Marion, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rejoindre sur scène pour participer à cette première table ronde. Donc, comme on vous l'expliquait, voilà, on vous a remis le QR code. L'idée de cet après-midi des tables rondes qu'on a faites, c'est l'idée que ce soit très interactif. Donc, on a demandé à chacune des personnes qui vont parler sur scène, on leur a pas demandé quelque chose de très formel et quelque chose de hyper carré comme on peut voir dans des présentations habituelles, mais plutôt de parler de là où ils partent de la paire et danse. Vous verrez qu'on a mobilisé donc Bérénice et Benoît pour parler du programme Médiateur Santé Pair. Muriel et Philippe, je m'excuse si je me trompe dans ce que je vais dire, mais vous me corrigez si je dis une bêtise. Donc, ils nous viennent de la CASE, qui est une structure médico-sociale. Et Muriel, elle est coordinatrice, si j'ai bien suivi, du pôle médiation. Et Philippe, il est médiateur en santé pair. Et nous avons Sandra et Marion qui viennent du programme EPOP, donc qui est une initiative nationale et qui a mis en place et valorisé la paire aidance. Et c'est à savoir que c'est d'un point de vue national et que la Nouvelle-Aquitaine est une des pionnières, peut-être pas la pionnière, pas la première région en France à l'avoir fait, mais en tout cas parmi les premières à pouvoir l'avoir fait. Donc, on va vous laisser la parole tranquillement. Peut-être on va commencer par Bérénice si tu es OK. Et puis, tranquillement, pendant qu'on est en train de discuter, nous, avec Emma, on va regarder les questions que vous posez par l'intermédiaire du Google Clap et on se permettra d'intervenir et de poser les questions en direct. Ça évite, pour certains d'entre vous à qui ce n'est pas forcément facile de prendre la parole, de pouvoir le faire. Merci beaucoup, Bérénice. Je te laisse la parole. Merci à toi. Donc, rapidement, donc, je me représente. Moi, je coordonne donc le programme des médiateurs de santé pair au sein du CCOMS qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, pour faire vite et pour être au plus juste et au plus concret en termes de pédagogie, vous expliquez que nous, on est le centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. On est basé à Lille. Et parmi nos missions, un centre de recherche, on est adossé à un hôpital, un hôpital de soins en santé mentale. Et parmi donc les programmes que nous déployons, il y a ce programme dont je vous parle aujourd'hui en peu de temps, qui est le programme des médiateurs de santé pair. Ce programme existe depuis 2012. Son objectif a toujours été de professionnaliser les savoirs, ce qu'on dit les savoirs expérientiels en santé mentale de personnes dites rétablies ou en cours de rétablissement. Je laisserai peut-être Benoît expliquer un petit peu plus la notion de rétablissement, la tienne. Moi, mon travail au quotidien, pour aller au plus vite aussi, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que moi, notre façon de travailler à nous, c'est un peu spécifique. On n'a pas juste déployé une formation de manière à ce que des gens puissent ensuite essayer de trouver du travail. Le programme médiateur, il fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des équipes de terrain, des équipes plutôt soit des équipes hospitalières, donc des équipes de psychiatrie, des pôles de psychiatrie et puis aussi des équipes du secteur médico-social qui travaillent aussi en santé mentale. Mon travail, c'est d'accompagner le projet en amont, c'est-à-dire, représentez-vous, c'est une équipe sanitaire, un pôle de psychiatrie, n'importe où en France, qui a entendu parler de cette question de la pérénance, qui s'est intéressé à l'idée de ce nouveau métier et s'est dit, tiens, au milieu de nous, infirmiers, médecins, aides-soignants, ergothérapeutes, psychologues et tous les métiers qu'il y aurait dans le pôle, ce serait vraiment hyper intéressant si on avait ces savoirs-là en plus, sauf qu'on n'a pas envie que ce soit de façon bénévole, on a envie que ce soit un salarié. Et c'est ce que nous, on porte au CCOMS depuis 2012. Donc moi, mon travail, ça va vraiment d'arriver très en amont. Je vais accompagner le projet, donc essayer d'accompagner à la fois les dimensions financières et administratives pour, avec le soutien des agences nationales de santé, faire en sorte que les postes puissent être financés et se créer, mais aussi travailler à la réflexion des équipes sur finalement pourquoi créer un poste, pourquoi maintenant, où en est l'équipe, est-ce que c'est le bon moment, puis réfléchir après en termes de fiches de poste, de mission, et puis après je vais cheminer avec l'équipe sur la partie recrutement. Voilà. Et c'est là qu'interviennent nos deux partenaires de formation. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais donc nous, on a souhaité donc dès le début que la formation soit dite en cours d'emploi, c'est-à-dire que les médiateurs de santé pair, c'est le nom qu'on donne à cette profession,
Ils suivent une formation à chaque fois d'une année de licence. Donc, on a 2 partenaires universitaires, un à l'université de Bobigny, en Île-de-France, et puis à l'université de Bordeaux. L'idée, c'est que moi, j'accompagne, comme je le disais, les recrutements des établissements. Et c'est le fait d'être recruté sur l'un des postes dont nous avons accompagné la création. C'est simplement le fait d'avoir été validé, pré-recruté, si vous voulez, qui donne accès à l'une des 2 licences. Les licences, elles démarrent chaque année, elles sont récurrentes. Il y en a une, celle de Bobigny démarre chaque année en février et celle de Bordeaux démarre chaque année en septembre. Et puis par la suite, donc moi je suis présente auprès des équipes tout au long de l'année, celles qui veulent discuter de comment ça se passe, l'intégration, mais je suis aussi présente pour les médiateurs eux-mêmes, qui pour certains sont en demande de discuter aussi, d'avoir un retour d'expérience, d'être mis en lien parfois avec d'autres médiateurs qui ont pu rencontrer les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, en poste, il y a à peu près 180 à 190 médiateurs de santé pair issus du programme que nous portons au CCOMS. Depuis 2012, nous avons accompagné la création de 250 personnes à peu près. Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est éventuellement de répondre à vos questions sur ces modalités-là. Vous expliquez aussi, vous soulignez aussi que c'est par rapport aux autres modalités dont vous entendrez parler, la spécificité du programme médiateur, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire cette notion de créer un poste qui donne accès à la formation. On ne peut donc pas intégrer l'une de ces 2 licences sans être passé, si vous voulez, dans le cadre du programme CCOMS, le programme médiateur de santé pair. Voilà. C'est un choix qu'on a gardé au fil des années parce que, comme ce sera sans doute évoqué, la question de trouver sa place en tant que médiateur de santé pair, la question de où en sont les équipes, comme je le disais, sur faire une place et intégrer d'éventuelles missions pour le futur père aidant, c'est des choses qui restent quand même complexes. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé cette modalité. Mais je vais passer la parole à Benoît qui va nous expliquer son parcours à lui. On se connaît bien, donc je te laisse reprendre du début. Merci. Donc, moi, je suis Benoît, je suis médiateur santé pair depuis maintenant 3 ans. Et j'ai la particularité d'être passé par les 2 licences. D'abord à Bobigny, que j'ai redoublé, et j'ai préféré venir à Bordeaux, qui était beaucoup plus proche de chez moi. Donc, à savoir que même si ces 2 licences spécifiques médiateur santé pair, elles ont un point de vue légèrement différent, que en fait à Bobigny, c'est plus géré par des sociologues, alors qu'ici, par des neuropsychologues. Du coup, et qui sont cliniciens en plus, donc ça change légèrement le point de vue. Les 2, on ne voit pas exactement la même chose, mais c'est 2 savoirs qui se complètent. Une chose importante aussi à savoir, c'est que ça amène une grande fatigabilité. D'une part, parce que sur les journées de formation, on est à plein temps, donc 35 heures, plus le trajet, plus le changement de rythme par rapport à la semaine, où on est souvent à 60-80%, et que parfois, en plus, on n'a pas travaillé pendant plusieurs années. Ça, forcément, ça amène. Il faut avoir une grande adaptivité et pouvoir gérer sa fatigue au jour le jour. Et en parallèle de la formation, ce qui est aussi important, c'est l'intégration qui forcément va influer sur le parcours, sur l'année scolaire. Pour ma part, ça a commencé par 6 mois à peu près d'immersion dans divers services. Ça peut être en Olympiade de jour, en CMP, dans des équipes mobiles. Et ensuite, j'ai été intégré sur mon temps entier, en fait, sur une équipe mobile. Et là, je dirais 2-3 mois où j'ai pu commencer à avoir des réels suivis totalement indépendants, sans avoir le soutien direct des collègues. Vraiment, j'avais seul le rendez-vous avec les entretiens en 1 à 1. Globalement, mon immersion n'a pas toujours été facile, mais globalement, j'ai quand même beaucoup de chance là où je suis. Il y a énormément d'endroits encore où c'est compliqué, que ce soit avec l'hierarchie, parfois avec les collègues. Les choses avancent, mais beaucoup trop doucement du point de vue des pères aidants en général.
Et sinon, tout à l'heure, tu me disais donc, ma définition du gratuitement. En fait, c'est d'apprendre à vivre avec et malgré le trouble. On peut toujours avoir des difficultés, on peut toujours avoir besoin d'aide, mais on sait gérer par nous-mêmes ces difficultés, on sait où demander de l'aide pour justement pouvoir avancer comme le ferait n'importe qui au final. Merci Benoît. Merci Benoît, merci beaucoup parce que, alors avec Benoît on se connaît parce qu'il travaille dans l'équipe dans laquelle je travaille aussi, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais merci parce que je sais qu'il était très stressé, donc bravo pour ça. Peut-être avant de passer la parole, ouais, vous pouvez. Avant de passer la parole aux collègues de Elacaz et EPOP, il y a une ou deux questions qui sont apparues sur la pérédance et plutôt au niveau CCOMS, donc ça permet qu'on réponde tout de suite. Il y a une question qui est pourquoi, alors que la pérédance se développe, l'accès à la licence semble complexe, être recruté pour avoir accès à la licence, avoir la licence pour être recruté. Il me semble compliqué de devenir professionnel quand il y a des freins sur les choix des personnes qui peuvent y accéder. Alors, je la refais. C'est le son. OK. Ouais, quand vous êtes là. Alors, je vais essayer de parler bien et de formuler très bien. Pourquoi, alors que la pérédance se développe, l'accès à la licence semble complexe? Être recruté pour avoir accès à la licence, avoir la licence pour être recruté. Il me semble compliqué de devenir professionnel quand il y a des freins sur les choix des personnes qui peuvent y accéder. C'est une remarque qui a été faite dans le public. D'accord. Oui, d'habitude, j'ai pour coutume de dire au début, voilà, notre programme, il s'inscrit dans un paysage de la pérédance qui est multiple et complexe, et vous allez l'entendre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important que vous ayez à l'esprit, c'est une modalité parmi tant d'autres. Et cette question de la licence, alors, elle est accessible sur un bac +2 ou bien un bac. Voilà. Et c'est vrai qu'elle fait polémique, elle fait discussion, et je vous explique en 2 mots pourquoi on en est arrivé là. Au début, on avait au tout début le programme médiateur de santé pair, c'était toujours la même modalité, dite en cours d'emploi, formation et le travail en même temps. C'était un DU au départ. Sauf que les médiateurs de l'époque, qui étaient 29, la première promo de 2012, nous ont renvoyé immédiatement de difficultés majeures. Il faut bien vous représenter que c'était exclusivement à l'époque des postes en hôpital, que dans des unités de psychiatrie hospitalière. Ils nous ont dit la première chose, c'est que nos collègues nous renvoient d'ores et déjà, alors qu'on n'a même pas terminé notre DU, qu'un DU, c'est quelque chose qu'on fait en plus, mais ça n'a pas de valeur en termes de diplôme face à ce que les soignants font. Donc, ils considèrent qu'on ne sera pas réellement diplômé ni compétent. Et la deuxième difficulté, que finalement, avec le recul, je trouve même beaucoup plus massive, parce que la première s'estompe à mesure que les médiateurs font leurs preuves dans les équipes. La deuxième, c'est la possibilité d'évoluer au sein et d'être reconnu, d'avoir un salaire décent au sein de l'institution publique. En fait, un DU en soi, ça ne représente pas un niveau d'études pour l'institution, pas dans mon esprit. Et la difficulté, c'est que les médiateurs nous ont renvoyé très vite que les DRH, si vous voulez, les établissements ne savaient pas comment leur proposer un parcours et considéraient souvent qu'ils n'avaient aucun diplôme. Et donc, ces 2 éléments-là nous ont beaucoup fait réfléchir. Et c'est pour ça que vous avez un vrai delta de temps, puisque le DU en question qu'on a fait en premier s'est fait à durée de 2012 à 2013. Et la licence n'a démarré qu'en 2018, parce qu'il y a eu tout un chemin de réflexion sur tout ça, sur ce qu'évoquait la question. Finalement, après moult réflexions, après avoir consulté les médiateurs de la première formation, on en est arrivé à ce choix de monter au niveau licence. Pendant très longtemps, il n'y a eu que la licence médiateur de santé pair, mais depuis, comme vous l'avez vu dans la présentation d'Emmanuel Jouette, moult DU ont émergé sur le territoire français, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir une complémentarité, une belle complémentarité des offres et des parcours de formation. Merci beaucoup, Bérénice. Donc, on a une deuxième question, notamment concernant la plaquette de la licence. Donc, une petite précision. Donc, apparemment, il est indiqué nulle part que, comme prérequis, il y a besoin en fait d'un recrutement uniquement via
Le CCOMS, est-ce que tu veux apporter une précision là-dessus? Alors peut-être, c'est une bonne question. Sur la plaquette de Bobigny, je pense que c'est assez clair, mais bon, il faut que je regarde. Si c'est pas clairement dit, j'en suis navrée. C'est vrai que c'est intéressant. Nous, dans toute la communication que nous faisons, nous, au CCOMS vers l'extérieur, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site du CCOMS, les mails que nous envoyons, c'est très clairement affiché pour éviter de toute confusion, puisque nous avons, c'est vrai, régulièrement des personnes intéressées qui nous concernent, qui nous contactent pour demander comment s'inscrire à la formation CCOMS. Il n'y a pas de formation CCOMS, c'est le programme médiateur de santé pair qui a donc ces deux partenariats forts universitaires avec Bobigny et Bordeaux. Mais nous ne portons pas de formation. Et donc ça, on l'affiche et on le dit très clairement dans toutes nos communications vers l'extérieur. Ça nous prend d'ailleurs un temps certain. Mais autant pour moi, si ce n'est pas clairement dit sur les plaquettes, moi, je ne fais pas les plaquettes, mais on pourra en rediscuter avec nos interlocuteurs. Merci de la réponse. C'est hyper intéressant. Je suis désolé, il y a déjà 12, 13, 14 questions, donc je ne suis pas sûr qu'on pourra toutes les poser. Donc on s'excuse du choix qu'on va faire sur les questions. L'idée, c'est aussi de donner la parole à tout le monde, mais il y a plusieurs questions qui vont pouvoir permettre, je pense, aux gens de la case de pouvoir y répondre assez vite. Il y a une question qui est quelle est la différence entre DU et la licence en termes de recrutement, de reconnaissance? Bérénice a déjà commencé à y répondre. Je pense que vous allez pouvoir continuer à le faire. Quel autre type de formation existe, mis à part la licence médiateur santé pair nécessitant 2 années d'études supérieures précédant la formation? Et y a-t-il des formations qui sont accessibles sans le niveau bac? Je pense que ça peut être des choses que vous allez pouvoir préciser. Donc on vous laisse un peu la parole, Muriel et Philippe. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Je suis Sandra Roumani, je suis coordinatrice régionale pair de la démarche hip-hop que je vais essayer de vous présenter très succinctement. Donc la démarche hip-hop a été expérimentée de 2021 à 2024 en Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été financée par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie au national et au régional par l'Agence régionale de santé. Concrètement, on est déployé sur 3 départements en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à présent, donc la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Vienne. Et l'objectif, c'est que maintenant, la démarche se déploie sur tous les départements, puisqu'aujourd'hui, l'expérimentation a été validée et c'est devenu une politique publique sous pilotage de l'ANCREAI, donc l'Association nationale des CREAI. Alors, j'ai toujours un problème avec cet acronyme, euh, Centres régionaux d'études, d'action et d'information. Je suis désolée. Voilà. Donc l'objectif de cette démarche, très clairement, c'est de développer le recours à l'expertise des personnes en situation de handicap dans tous les champs de la société, et quel que soit le handicap en fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez le slogan « Rien pour nous sans nous », mais c'est clairement l'objectif, c'est vraiment qu'on ne fasse plus rien pour les personnes en situation de handicap sans qu'elles aient été associées dès le départ finalement. En fait, l'objectif, c'est tout simplement de reconnaître que les personnes qui vivent avec un handicap au quotidien développent une certaine expertise, développent des savoirs expérientiels rares, on en parlait tout à l'heure, et l'objectif, c'est vraiment de valoriser ces savoirs expérientiels rares et finalement de s'appuyer dessus pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc, pour développer ce recours à l'expertise au quotidien, grâce à HipHop, on propose 2 formations. La première qui se destine plutôt aux professionnels de tout secteur. Là, l'objectif, clairement, c'est de déconstruire un petit peu les représentations que l'on a des personnes en situation de handicap, qu'on voit plutôt leur potentialité plus que leurs limites ou leurs incapacités. Et derrière, c'est aussi l'objectif que ces professionnels qui ont été formés deviennent des personnes ressources dans leur structure et puissent sensibiliser leurs collègues, leur direction, les personnes qu'elles accompagnent à ce qu'est l'intervention par les pairs. Je vous en dis un petit peu plus juste après, mais justement à ce à ce que sont les savoirs expérientiels et l'expertise des personnes en situation de handicap. Alors, petite précision, ils n'ont pas vocation à avoir une position hiérarchique vis-à-vis de l'intervenant pair. Ils sont vraiment là pour être personnes ressources au sein de leur structure, pour essayer de développer des actions qui font appel à l'expertise des personnes au quotidien dans leur pratique. La deuxième formation qu'on propose est à destination des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap et sans prérequis, ça c'est vraiment très important.
Nous, on essaye, avant le début des formations, de faire un recueil des besoins pour permettre à chacun de suivre la formation dans les meilleures conditions possibles. Cette formation, elle se déroule sur 10 demi-journées, tout simplement voilà, pour permettre aussi à chacun de digérer un petit peu ce qui a été vu dans chaque session, de permettre l'organisation des transports, prendre en compte la fatigabilité, et ainsi de suite. J'ai oublié de le dire, mais la formation de référent dure 5 jours. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. 5 jours non consécutifs, là, l'idée, c'est aussi tout simplement déjà de permettre la dynamique de groupe, mais aussi de permettre aux structures de s'organiser pour l'absence du professionnel. Et donc, une fois que toutes ces personnes ont été formées, évidemment, on ne les laisse pas sans rien derrière. L'objectif, c'est vraiment qu'on fasse vivre un réseau. Donc, avec ma collègue Fatia qui est présente aujourd'hui, on se charge d'animer le réseau, de mettre en place voilà, des échanges entre les intervenants et les référents. On propose au moins une réunion mensuelle où chacun se rencontre en fait pour débriefer un petit peu de ses actualités, parler de ses projets, éventuellement parler de projets à mettre en place en commun finalement, comme on a organisé des journées régionales, notamment 2 l'année dernière, qui ont très bien fonctionné et qui sont à l'initiative des intervenants et des référents, c'est très important. Voilà ce que je peux en dire. Je suis venue avec Marion Léna, qui est justement intervenante pair et qui a suivi la formation. Donc, je te laisse te présenter et nous en dire un petit peu plus. Je donne mon petit papier. Voilà. Donc, je suis Marion Léna. J'ai suivi la formation d'intervenante pair avec EPOP en 2023-2024. Je suis atteinte de bipolarité et j'ai l'expérience d'un suivi thérapeutique ordinaire ainsi qu'en milieu spécialisé. J'ai découvert EPOP grâce à Margot Lignac, qui l'a présenté au Clubhouse de Bordeaux, association dont je suis membre. J'ai de suite compris que la dynamique d'EPOP, pouvoir d'agir et participation des personnes en situation de handicap, était celle que je souhaitais vivre dans mes relations avec mes pairs. J'ai donc décidé de suivre cette formation. Cet engagement m'a tout d'abord permis de tisser des liens privilégiés avec mes pairs, qui vivent eux aussi avec un handicap, ainsi qu'avec nos formateurs. J'ai, grâce à ces relations, retrouvé confiance en moi en ayant ma place au sein d'un groupe de personnes vivant dans la bienveillance. J'ai aussi appris ce qu'était le partage de mon vécu expérientiel, ainsi que l'autodétermination, et cela m'a permis de me découvrir avec mes difficultés, mes renoncements, mais aussi, et bien sûr, avec mes capacités, mes qualités et mes avancées dans ce parcours. Avec EPOP, je suis sur le chemin de mon rétablissement. Un des modules de la formation était prise de parole en public, dispensé par l'association Éloquence de la différence, pour lequel j'ai écrit un texte sur la stigmatisation en santé mentale que j'ai présenté au groupe de participants. Ils ont été très touchés par mon témoignage. Et moi, ce partage a enrichi mes relations avec mes pairs. J'ai découvert le rôle que je souhaitais avoir au sein de la société, c'est-à-dire sensibiliser le grand public à la santé mentale et lutter contre la stigmatisation. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet, suivre une formation diplômante de médiateur pair en santé mentale. C'est une formation en alternance d'1 an. Je vais donc commencer à chercher une structure qui puisse m'accueillir et qui corresponde à mes attentes et mes motivations. Grâce à EPOP, je prends plaisir à partager mes savoirs expérientiels auprès de personnes vivant avec un handicap qui sont nombreuses à être isolées pour qu'elles puissent ainsi vivre l'épanouissement dans le rétablissement. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on a quelques questions du public, notamment comment est-ce que vous rendez la formation accessible à tout type de handicap et est-ce que voilà, les formateurs en fait, sont formés à ces aménagements, est-ce qu'ils lui suivent voilà. C'est le défi justement, c'est pour ça qu'on essaie de faire un recueil de besoins bien en amont pour se préparer les formateurs, essayer de trouver toutes les solutions
nécessaire. Après, nous, notre rôle, c'est pas de vendre du rêve, hein, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des petits groupes de personnes. On fait des groupes de 8 personnes maximum. Mais pour permettre justement cet aménagement, pour permettre aussi que chacun trouve sa place au sein du groupe. Mais voilà, après, on essaye, on fait en fonction des profils et on travaille avec eux. Voilà. Par exemple, le module prise de parole en public est animé par Malik, qui est atteint de bégaiement. Voilà. Donc, c'est une belle expérience, un beau témoignage qu'on peut vraiment utiliser ces vécus expérientiels en partage, souvent avec les autres, et c'est très motivant. Et on en est très reconnaissant, c'est assez formateur. Merci beaucoup pour ce retour. Julien, est-ce que tu On a 2 autres questions. C'est de quelle manière la formation EPOP pour les usagers est-elle financée? Alors, la formation pour les usagers est gratuite, en fait. C'est Elle est nous qui la gratuite. prenons en charge. Ok. Et comment accéder à la formation intervenant pair EPOP? Très simplement, il faut nous contacter. En fait, on a un site internet aussi, je ne l'ai pas dit, effectivement, on a un site internet epop-6project.fr. En fait, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la démarche en ligne et vous avez également nos coordonnées en région pour voilà, nous signifier votre envie de candidater. Après, il faut savoir qu'on a beaucoup de candidats. Merci, puis ça va rejoindre notre dernière question. C'est donc là, c'est une question d'une médiatrice santé pair qui se pose la question de comment proposer à son référent de faire en fait votre formation. Comment est-ce qu'elle peut faire? Elle peut nous contacter déjà, on peut en parler avec elle. On peut aussi proposer une présentation du dispositif dans les équipes, dans la structure, pour qu'ils soient sensibilisés et que peut-être justement ils aient envie de suivre la formation. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a plein d'autres questions. On va en garder quelques-unes aussi pour la fin de cette table ronde-là. Et puis, on vous laisse la parole pour vous, Philippe et Muriel. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Vallée. Vous m'entendez bien? Ok, merci. Parce qu'ici, il y a une espèce de retour qui crée un écho qui fait que je ne m'entends pas en fait. Et je suis content de voir plein de visages amis, hein, et plein de têtes connues. Je suis un peu impressionné en fait de prendre la parole aujourd'hui. Et moi, je suis médiateur de santé pair depuis 2018. J'ai commencé en étant engagé par un chez soi d'abord, à la création d'un chez soi d'abord Bordeaux. Et je suis concerné par un trouble de l'addiction et je me rétablis de l'addiction depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et avant d'être médiateur de santé pair, j'ai été engagé bénévolement pendant 18 ans à peu près dans des groupes d'entraide. Et pendant 18 ans, j'allais dans les institutions, les hôpitaux, les centres de cure pour essayer de venir en aide aux personnes qui avaient des problèmes d'addiction. Et voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être devenir mon métier. Et c'était au moment où on commençait à parler de tout ça. Et j'ai pu commencer à travailler en 2018, à une époque où il n'y avait pas grand monde. Enfin, en addicto, en tout cas, il n'y avait personne. Et j'ai pu commencer à travailler chez Solabor, avec aussi l'association Addiction France. Il y a Mathilde Bogdanov devant moi qui m'a permis de commencer en 2019 comme médiateur de santé pair au centre de détention de Bédenac, où j'anime des groupes de parole entre personnes concernées par l'addiction au sein d'un programme. J'y suis encore, j'y serai demain. Je travaille aussi pour le CUID, dans la communauté thérapeutique de Barsac, où j'anime aussi des groupes de parole pour les personnes concernées par l'addiction. J'y étais ce matin. J'y suis aussi depuis 2018. J'ai été très intéressé par la présentation d'Emmanuel Jouet, c'est ça? J'ai appris plein de trucs, même si pour moi il manquait deux, trois choses. Pour moi, il n'y avait pas rien avant les années 2000. Parce que comme moi je viens de l'addicto, en fait, je sais que la porte a été quand même ouverte pendant les années SIDA, avec une grosse mobilisation des gens concernés par le SIDA, par les homosexuels, par les toxicomanes, et qui se sont impliqués avec force et fracas au sein du système de soins. Et pour moi, la porte en France, elle a été fracturée à ce moment-là. Même avant ça, il y avait déjà des tentatives, mais qui étaient marginales, hein, comme elle l'a dit. Comme par exemple les counselors dans des centres de soins. Il y en a très peu en France, mais il y avait quand même des centres de soins avec des counselors, c'est-à-dire des gens concernés par l'addiction qui animaient les groupes de parole et qui axaient le travail thérapeutique.
Donc ça existe en France depuis les années 90 et aux États-Unis depuis les années 50. Et puis même en santé mentale, alors ça aussi c'était marginal, mais il y avait quand même la clinique Laborde avec la psychiatrie institutionnelle où ils avaient supprimé les blues, où ils avaient complètement remis en question la notion de soignant et de soigné. Et quand on téléphonait à la clinique Laborde, on ne savait pas, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, si c'était un patient ou un soignant qui allait répondre au téléphone. Et donc, il repensait déjà toutes ces questions bien avant les années 2000. Mais effectivement, c'était des courants marginaux. Et depuis quelques années, ça se met en place. Alors, je ne pense pas du tout que ce soit le courant dominant. Je pense qu'il y a une volonté, effectivement, politique, mais que souvent, enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté en travaillant chez Soi d'abord. C'était compliqué, en fait, mon intégration dans l'équipe. Et donc, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et j'ai eu très vite besoin de parler à mes collègues médiateurs santé pairs dans les autres chez Soi d'abord. Et donc, on a créé des groupes de travail, des groupes on pourrait dire de partage de pratiques. Et on s'est aperçu qu'on vivait tous les mêmes difficultés dans tous les chez Soi d'abord. Et que, en fait, c'était compliqué de commencer à travailler avec des professionnels dits un peu ordinaires en tant que médiateur de santé pairs et avec une position qui est particulière, avec une position qui est pour moi entre les gens qu'on accompagne et nos collègues. Et comme je l'ai entendu aussi dans la présentation tout à l'heure, il peut y avoir une espèce de réflexe des équipes et des institutions à vouloir nous normer. C'est-à-dire, en gros, la difficulté, c'est que mes collègues voulaient que je fasse comme eux, que je pense comme eux et que j'ai leur pratique. Alors qu'en fait, non. Si j'avais été engagé à cet endroit-là, c'était pour amener un autre regard. Et j'ai mieux compris ma difficulté un jour où Pascal Estécandi, qui est la maman d'un chez Soi d'abord France, m'explique qu'à la création d'un chez Soi d'abord France, ils ont décidé d'avoir des médiateurs de santé pairs dans l'équipe et qu'il n'y aurait pas un chez Soi d'abord s'il n'y avait pas de médiateur de santé pairs. Ils avaient décidé qu'il y en aurait dans toutes les équipes parce qu'ils pensaient que ça serait la pierre angulaire du changement de paradigme. Et quand elle dit ça, je comprends pourquoi j'ai des problèmes. Parce que ça ne peut pas être moi le responsable du changement de paradigme. Moi, je suis dans une équipe, on est 15. Moi, je suis tout seul médiateur santé pairs. Si ça repose sur moi, forcément, ça va être compliqué. Et donc, la difficulté de nos intégrations, elle vient de là, je pense. Et là, Bérénice nous a donné les chiffres du nombre de médiateurs de santé pairs formés par le CCOMS avec combien il en reste en poste. Donc, si j'ai bien retenu, c'est 250 formés, il en reste 180. C'est ça, à peu près? Donc, ce qui fait à peu près un tiers de perte, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Bon, moi, je connais beaucoup de collègues qui ont abandonné. J'ai beaucoup de collègues qui ont abandonné parce que c'était trop compliqué, en fait. C'était trop compliqué et pas que au chez-soi. Pas que au chez-soi. Pas que au chez-soi, mais je ne pense pas que le chez-soi, ce soit l'endroit où ce soit le plus difficile d'être intégré dans une équipe. Le métier est dur, c'est vrai. Mais je crois que c'est dur partout parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus au chez-soi. Alors, je continue. Hein. Donc, j'ai travaillé au chez-soi d'abord 3 ans. On a monté ces groupes de travail et de partage de pratiques qui existent encore. Et en 2022, en 2022, je rejoins la case parce que la directrice, Véronique Latour, avait la volonté de développer un pôle de développement de médiation en santé par la paire aidance. Et donc, je rejoins la case pour les aider à développer ce pôle. Alors, Muriel vous expliquera mieux que moi tout ce que ça comporte. Mais moi, j'ai été surtout impliqué sur des groupes d'autosupport de médiateurs santé pairs ou de partage de pratiques. Donc, on se réunit régulièrement pour échanger sur nos pratiques et sur nos difficultés. Et là, par contre, ce n'est pas des médiateurs santé pairs de l'Institut d'abord qui nous rejoignent. Et je n'étais pas très étonné, mais les difficultés exprimées sont les mêmes. Et ils sont les mêmes partout. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'intégration, des problèmes de prise en compte d'un point de vue différent. C'est assez général. Parce que les équipes veulent bien engager les médiateurs de santé pairs parce que ça fait bien, mais en fait, ils n'ont pas compris que c'était quand même pour avoir accès à un autre regard et le prendre en considération. Et ça, c'est compliqué.
Et pour des personnes qui n'ont pas beaucoup travaillé ou qui ont connu des vulnérabilités, c'est compliqué aussi de s'affirmer là-dedans et de garder ce regard-là et de ne pas se laisser embarquer par l'équipe et d'être normé comme souvent les équipes l'attendent, consciemment ou inconsciemment. Et donc, je rejoins la case en 2022. Je suis engagé sur ces groupes d'autosupport parce que pour moi, c'est toujours hyper important en fait, de partager les pratiques et de se soutenir entre nous en fait, et de se fédérer pour être intégré au mieux et faire entendre notre voix au mieux. Et aussi sur un pôle de formation. Donc, on l'a créé, Muriel vous en parlera. On a créé une formation qu'on a co-construite avec des collègues qui étaient en poste, des gens qui n'étaient pas en poste, des gens qui avaient fait la licence et d'autre part. Et donc, on a co-construit une formation. Alors ça, ce n'était pas mon idée, hein, parce que pour moi, je pratique le rétablissement. Donc, pour moi, forcément, la médiation santé-père, ça parlait de rétablissement. Et finalement, on a créé quelque chose qui est beaucoup plus ouvert que ça. En fait, on a créé une formation pour travailler avec son vécu, quel qu'il soit. Donc, pas forcément limité à l'addiction ou la santé mentale, mais ouvert à toutes sortes de vécus, le handicap, le travail du sexe, l'autisme. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite, c'est l'imagination. Et voilà, je suis engagé là-dedans depuis un moment. Et je suis ce DU qu'on a monté, là, qui a démarré au mois de septembre, c'est ça? Donc, je suis le DU qu'on a formé et je donne aussi quelques cours. Donc, je suis et à la fois prof et à la fois élève. J'aimais bien le concept d'être un peu à tous les postes. Oui, il faut que je m'arrête, hein, c'est ça? Ah, ouais. Ah oui, ok. Bon, je m'arrête là. Je laisse la Si je peux parole me à ma permettre, il y a collègue. une question Ok. qui vient du public par rapport à ça. Donc, il y a déjà une remarque sur merci pour le rappel des mouvements aussi autour Merci d'addiction pour et tout l'écoute. ça. C'était une remarque qui avait été faite avant, donc je ne la reprendrai pas puisque ça a été redit et ça parlait de la présentation d'Emmanuel Jouet tout à l'heure. Il y a une question qui est pourquoi l'intégration dans une équipe enlève le nouveau regard? N'est-ce pas stratégiquement intéressant de s'intégrer pour faire changer les mentalités? Alors, mais parce que je pense qu'on est trop près les uns des autres. Je pense que le public entend bien la question, c'est ça? Et vous, vous ne l'entendez pas. Donc, pourquoi l'intégration dans une équipe enlève le nouveau regard? N'est-ce pas stratégiquement intéressant de s'intégrer pour faire changer les mentalités? Alors, évidemment, on va mettre les pieds dedans tout de suite. Alors évidemment que stratégiquement, ça serait plus productif de se dire, tiens, je vais garder mon émotion, je vais faire comme si ce que je viens d'entendre ne m'avait pas choqué, parce qu'en fait, on parle de mes pères, et puis je vais rester calme, et puis je vais les laisser dire ce que je considère être des bêtises, et puis plus tard, j'essaierai de les faire changer mes collègues d'avis. Ah oui, ça serait l'idéal. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Souvent, c'est compliqué parce qu'il y a une espèce d'opposition. C'est-à-dire que les équipes peuvent faire un espèce de procès d'intention où il peut y avoir des conflits de loyauté. C'est-à-dire que concrètement, euh, souvent pour les équipes, il n'y a pas deux camps, il n'y a pas deux camps scindés. Mais pour un médiateur de santé pair ou pour quelqu'un qui est accompagné, il y a clairement une différence. Et donc, quand le médiateur de santé pair arrive, ça met ça en évidence, en fait. Ça met en évidence que, eh ben, on ne considère pas forcément la personne qu'on accompagne comme son égal et qu'on ne considère pas forcément son avis comme un avis qui vaut la peine d'être écouté. Donc, quand le médiateur de santé pair arrive là, s'il a la stabilité émotionnelle pour entendre ça et rester calme, tant mieux, mais parfois, c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Moi qui posais la question, mais je pense qu'elle avait mérite à faire. Il y a une question qui peut-être pourrait vous concerner tous les trois structures, en tout cas les trois manières de penser la pérédance et de l'intégrer. Peut-on passer de patient d'une unité à médiateur de santé pair ou père aidant dans cette même unité, selon vous? C'est une question qui est revenue plusieurs fois, donc je vous laisse chacun partager votre expérience. On peut le faire, mais je pense que ce n'est pas la voie la plus simple. OMS, on pense que non, que c'est vraiment une très mauvaise idée. Schématiquement, il y a des endroits dans des territoires plutôt ruraux où le secteur, comme vous le savez, psychiatrique, il est immense. Donc ça couvre un périmètre. Donc c'est très compliqué de trouver des candidats au poste qui n'aient absolument pas eu
des soins dans l'hôpital. Donc là, il peut y avoir des exceptions, au moins que la personne qui va être recrutée, eh ben, elle est peut-être, à un moment, elle est peut-être un peu passée par cet établissement, mais vraiment, ce qu'on essaye d'éviter le plus, vraiment, c'est que les personnes aient été évidemment en soins dans l'équipe où elle va travailler. C'est vraiment pas une bonne idée de notre expertise, en tout cas. Moi, personnellement, il y a des postes de père aidant qui sont ouverts, entre guillemets, à la maison des usagers à Charles-Périns. Et bien, moi, je sais que je ne vais pas aller travailler à la MDU, maison des usagers, parce que je risque de rencontrer peut-être des médecins ou des infirmiers que j'ai connus dans différents services à Charles-Périns. Et eux, je ne me vois pas travailler avec eux, ni même avoir une discussion un peu plus banale de la vie de tous les jours avec ces gens-là. Voilà. Donc, c'est peut-être un frein que je me mets, mais il me semble nécessaire. Je dirais que ça dépend de beaucoup de facteurs. Au DU, on a 3 personnes qui sont dans des structures où elles ont été suivies, ou une qui est dans un GEM, donc où elle était actrice du GEM, et ça se passe plutôt bien. Mais effectivement, c'est un choix qu'il faut mûrement peser. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend à la fois du père aidant, du recul qu'il a pris sur son accompagnement par la structure en question, de est-ce qu'il se sent à l'aise d'avoir comme collègue des personnes qui ont été amenées à le soigner, et ça dépend aussi de l'équipe qui peut se sentir plus ou moins à l'aise à l'idée d'avoir comme collègue un ancien patient. Mais j'aurais pas je dirais comme Philippe, c'est pas la voie la plus simple, mais je dirais pas un non catégorique. Je connais des expériences très réussies. Et moi, j'allais dire quasiment la même chose, en fait. Je dirais déjà que ça dépend de la personne, en tout premier point, puisqu'il faut quand même que ce soit son propre choix. Si elle a mûrement réfléchi ce choix, si elle a le recul nécessaire pour se lancer, il faut essayer de l'accompagner au mieux. Et par contre, évidemment qu'il faut construire les choses avec l'équipe, justement pour ne pas imposer cette personne dans l'équipe en tant que médiateur santé-père si elle a déjà été suivie et si l'équipe est réfractaire. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit se construire, qui prend du temps et qui doit regrouper tout le monde, en fait. Donc, c'est au cas par cas, finalement. En fait, moi, donc, la première équipe à laquelle j'ai appartenu en tant que professionnel, ça a été aussi une équipe qui m'a suivi quand j'étais usager. Et mon chef de pôle actuel, c'est mon ancien psychiatre. Donc, mais le truc, c'est que j'ai toujours eu un très bon contact avec toutes les personnes qui m'ont suivi à Jean-Jacques. Et aujourd'hui, ça se passe encore très bien. Et au final, c'est plus les membres de l'équipe qui ne m'ont pas suivi à l'époque où on s'entend moins bien. Merci, parce que c'est un débat très intéressant et vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes réponses pour chacun d'entre vous. Et puis dans le public, il y a plein de remarques ou de débats qui se lancent là-dessus. Peut-être Muriel, peut-être vous vouliez compléter par rapport à la présentation. Ce Philippe a beaucoup parlé dans un premier temps. Je vais essayer de faire court pour laisser un maximum de place après aux questions-réponses. Donc, moi, je coordonne le pôle médiation en santé qui est porté par l'association La Case à Bordeaux avec le financement de l'ARS. Pour expliquer aussi d'où je parle, j'ai été directrice pendant presque 10 ans d'une association en Seine-Saint-Denis qui était composée d'une équipe de médiateurs en santé-père entre 2005 et 2014. Et c'était donc des médiateurs en santé-père, qu'on appelait déjà comme ça à l'époque, et qui étaient des primo-migrants intervenant auprès d'autres primo-migrants dans le champ de la lutte contre le VIH notamment. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là que ça a forcément participé à teinter l'ouverture du DU, même si ce n'est pas la seule raison, puisque à la case, on a aussi un dispositif qui s'appelle Poppy, qui accueille donc des personnes qui se prostituent, et on a une médiatrice en santé-père à Poppy. Donc forcément, la case elle-même aussi est porteuse de cette vision plus ouverte. Le champ de la prostitution est un champ dans lequel il y a de la pérédance depuis très longtemps aussi. Voilà, donc ça c'est pour expliquer d'où je parle. Donc le pôle médiation en santé, il propose des actions de soutien, d'accompagnement au déploiement de la médiation en santé par les pairs en Gironde.
Donc, médiation en santé, nous, on l'entend au sens du Code de la santé publique. Donc, la définition, c'est une fonction d'interface entre des personnes vulnérables éloignées du système de santé et le système de santé, dans un objectif d'accès aux soins, aux droits et à la prévention en favorisant l'autonomie des personnes. Donc, c'est une définition qui est plus large que la seule définition de la pérédance. Donc, ça aussi, ça vient teinter le contenu du DU. Donc, le pôle médiation en santé, il propose tous les mois un groupe de partage pour les responsables d'équipe qui accueillent des médiateurs en santé pair ou qui souhaitent en accueillir. Un groupe d'autosupport pour les médiateurs en santé. Donc, 2 mois sur 3, c'est de l'autosupport. Et 1 mois sur 3, c'est de l'analyse de pratique par Team Grissen, qui est assurée par Team Grissen. Un groupe de travail formation qui a permis donc de co-construire le DU. On a aussi un groupe de travail recherche qui est absolument embryonnaire par rapport à la communauté mixte de recherche où on est aujourd'hui, mais voilà, on soutient quand même quelques travaux, notamment des mémoires de master, des doctorats. Je salue Jeannette qui est dans la salle, qui fait son mémoire sur la pérédance, master 2 en psycho du travail en ce moment. Et puis, voilà, en gros, je fais un peu de veille biblio sur la pérédance et la médiation en santé. Donc, le DU, il s'est co-construit avec tout ça. Donc, il y en a été presque une trentaine de professionnels, médiateurs en santé, pas médiateurs en santé, des MSP qui ont fait la licence, d'autres qui ne l'ont pas faite. Et on a co-construit ça pendant une bonne année. Et donc, aujourd'hui, le DU, il est accessible sans le bac. Il se déroule sur 2 jours par mois, donc ça fait 140 heures. Donc, c'est un peu moins de la moitié par rapport à la licence qui doit être de 380 heures, quelque chose comme ça. C'est en alternance. Il faut être donc du coup sur un terrain de pratique. Cette alternance peut être en stage ou en poste salarié. On s'est posé la question du stage parce qu'on ne voulait pas précariser les médiateurs en santé. Mais en fait, il y a des médiateurs en santé dans leur projet professionnel, commencer par un terrain de stage avant de s'engager sur un poste salarié. En fait, ça correspond à leurs besoins et on ne voulait pas exclure ces personnes-là de la formation. Donc aujourd'hui, il y a 11 personnes dans le DU. Il y en a 8 qui sont en poste salarié et 3 qui sont en stage. Donc, on demande normalement au moins un mi-temps, mais on peut aussi s'adapter, notamment aux problématiques de santé ou organisationnelles des personnes. Et donc, ça peut être par dérogation moins d'un mi-temps, si nécessaire. Le contenu, donc ça, c'est pour les modalités. Le contenu, donc il y a des cours sur la pérédance, sur le dévoilement de soi, sur les outils de la pérédance, les outils de communication, d'entretien motivationnel, etc. Il y a des cours sur la médiation en santé, donc sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, la navigation dans le système de santé. Et puis des cours sur les ateliers collectifs, travailler avec des partenaires, s'intégrer dans une équipe. En gros, c'est les trois axes du contenu du DU. On essaye d'avoir au maximum des cours qui sont co-animés par des MSP. On n'a pas 100% parce qu'on n'a pas eu des candidats MSP pour co-animer tous les cours, mais on espère y arriver année après année. Et on essaie d'avoir le moins de cours magistraux possible et des cours les plus interactifs possibles, avec un maximum d'échanges, de cas cliniques, de jeux de rôle, etc. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le DU. Alors, à vos questions. Merci beaucoup. On a justement donc une première question donc, qui va un peu tous vous concerner. Tous les dispositifs que vous avez présentés commencent à être bien connus dans les milieux spécialisés concernés. Mais qu'en est-il en fait dans les études des professionnels en santé et des administrateurs? Est-ce que vous, typiquement, vous intervenez dans d'autres formations en fait, pour un peu faire connaître ce que c'est en fait être médiateur santé pair, les DU, qu'est-ce qui existe en fait et comment on pourrait intégrer ces métiers-là dans les futurs services? Ça, c'est effectivement indispensable. Il n'y a rien de très structuré encore au niveau du pôle médiation en santé. On intervient ponctuellement quand on est sollicité dans des colloques. Moi, j'interviens, je fais un cours dans un DU de santé participative en cancérologie à Paris, par exemple. Philippe, tu fais des cours dans… Je donne des cours. La semaine prochaine, j'ai un cours à Mont-de-Marsan sur un DU de santé mentale, où je parle de rétablissement et de mobilisation des personnes concernées. À l'IUT Bordeaux-Montaigne aussi, on a fait quelque chose ensemble. Et où ça encore? À l'IRTS, aussi, dans plusieurs cursus de formation à l'IRTS, où je parle aussi des mêmes sujets, rétablissement, mobilisation des personnes concernées.
Voilà, et médiateur santé père. Donc, ce n'est pas encore très structuré. On intervient aussi à la demande dans des établissements qui nous sollicitent pour rencontrer les équipes. Mais c'est un enjeu très, très, très fort. Moi, je rêve que demain, plus personne ne sorte d'un IRTS, d'un IFSI ou d'une fac de médecine sans savoir ce que c'est qu'un médiateur en santé père. Donc, c'est un vrai, vrai enjeu. Alors, en ce qui concerne IPOP, nous, on travaille déjà avec l'IRTS. Effectivement, on intervient. On est déjà intervenu plusieurs fois pour présenter le projet et un petit peu ses enjeux au sein de plusieurs formations. D'ailleurs, c'est l'IRTS qui a dispensé également les formations jusqu'à présent. On intervient aussi à l'Université de Bordeaux dans un DU sur les maladies rares, je crois, c'est ça, avec des intervenants pairs. Donc voilà, petit à petit, on essaie aussi de tisser des liens. On intervient de plus en plus avec les intervenants pairs qui ont été formés. On a des intervenants qui interviennent d'ailleurs seuls de temps en temps aussi. Donc voilà, on essaye de se faire une place petit à petit. Merci. Bérénice, est-ce que tu veux ajouter un petit mot là-dessus? Alors, on est très souvent sollicité par des instituts de formation. Nous, notre objectif, c'est que les médiateurs se représentent sans nous. Donc, on demande à des médiateurs, selon les régions, si ça les intéresse, ils vont donner cours souvent. De plus en plus, c'est ça qui est intéressant. Ils sont sollicités pour des cours en tant que médiateur de santé père. Et puis après, effectivement, il y a des DU où on est. Moi, je suis très souvent intervenue dans des diplômes de l'Université des patients à Paris-Curie. Voilà. Et puis, le programme médiateur est souvent relayé dans ce type, soit d'autres DU, soit des journées d'information. Mais c'est plutôt notre idée, c'est plutôt que dès lors que c'est auprès de corps professionnels, ça n'a pas tellement de sens que moi j'y sois. C'est vraiment aux médiateurs, c'est les meilleurs porte-parole de leur métier, de leurs apports. Et à titre personnel, j'ai déjà pu intervenir auprès d'ergothérapeutes, d'infirmiers, d'aides-soignants. Un de mes collègues ici présent intervient aussi auprès des neuropsys. Souvent, c'est quelque chose de très local en fait, mais qui commence à se développer. Bon, merci pour vos réponses. Alors, je suis désolé, il y a énormément de questions. On en a 33, donc on ne pourra pas toutes les poser. Peut-être on va en faire une, alors là qui est plutôt destinée au CCOMS, mais qui peut avoir un intérêt avec les autres structures. Avez-vous un service qui met en relation des entreprises et des personnes qui souhaitent s'inscrire dans le programme MSP? Des entreprises, c'est-à-dire? Autrement dit, des personnes peuvent-elles se mettre en contact avec vous lorsqu'elles sont en recherche d'emploi, formation? Alors, avec ma collègue Ambre ici présente, on a tout au long de l'année plein de personnes qui veulent devenir médiateurs, qui sollicitent le CCOMS. Et donc, effectivement, je rebondissais un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, chercher une structure. En fait, nous, on a une page Facebook qui est publique. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook. C'est la page Facebook du programme médiateur. Et en fait, c'est là où nous publions les offres d'emploi dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on crée environ 45. On accompagne la création de 45 offres d'emploi par an. Donc, nous, on ne fait pas de mise en lien parce que ce sont des recrutements de droit commun. Vous voyez, sur notre page Facebook, vous verrez un certain nombre d'offres d'emploi. Vous pouvez candidater. Voilà. Et moi, j'accompagne le recrutement, mais si vous voulez, c'est une candidature et un recrutement classique. Donc, ce n'est pas de la mise en lien. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est vraiment, voilà. Alors après, il n'y a pas de poste dans toutes les régions à chaque fois, pas dans toutes les villes. Et le problème que les gens rencontrent, et je le comprends tout à fait, c'est que des gens qui nous écrivent en nous disant, voilà, moi j'habite dans tel endroit, je voudrais devenir médiateur à côté de chez moi. Et donc les gens nous demandent s'ils peuvent démarcher quelque part de notre part l'établissement à côté de chez eux en leur demandant s'ils veulent créer un poste. Et ça, nous, à l'heure d'aujourd'hui, 13 ans après la création de ce programme médiateur de santé père, on le déconseille et on ne travaille pas comme ça. Parce que vous l'avez entendu, ça a été très bien dit, les intégrations restent exigeantes. Et moi, je vous parle d'intégration exigence de la part d'équipes qui sont volontaires et qui ont contacté le CCOMS et qui ont levé la main pour créer un poste. Donc, contacter l'hôpital à côté de chez soi qui n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour travailler avec un père aidant et lui dire « Attention, regardez, il y a des subventions, vous pouvez créer un poste et je viens travailler chez vous », je le déconseille vraiment. En tout cas, nous, on ne travaille pas comme ça. Voilà. Mais du coup, ce n'est pas de la mise en lien, c'est vraiment de la création de postes. Alors nous, on le fait un tout petit peu à l'échelle de la Gironde. C'est-à-dire qu'à force de travailler avec les acteurs,
J'ai pas mal de CV de personnes qui souhaitent devenir médiateurs en santé pair. Et j'ai pas mal de partenaires aussi qui me disent, bah, on a notre MSP qui s'en va, on a un nouveau recrutement en cours ou on ouvre un poste, est-ce que tu aurais des CV? Alors c'est toujours avec l'accord de la personne qui m'a transmis son CV. Et donc parfois quand on m'appelle, je peux dire aussi, bah, en ce moment, je ne connais pas de recrutement en cours, ou alors je sais qu'à tel endroit, il y a un poste, donc je sais qu'il est fléché CSOMS ou pas. Mais c'est vraiment avec le bouche à oreille et en étant identifié un peu comme maillage dans le réseau. En tout cas, ça répond à un besoin, parce que je suis beaucoup sollicitée pour ça. Donc, c'est qu'il y a un vrai besoin. Mais nous, c'est un peu pareil, effectivement. Alors nous, on a différents supports. On a aussi des groupes WhatsApp où les intervenants pairs font passer les offres d'emploi. On a aussi, par le biais de nos réunions mensuelles, justement, de temps en temps, on profite aussi de ces réunions pour faire venir des partenaires. La CAS était venue, on l'a fait aussi avec le CCOMS pour se présenter, se faire connaître et parfois aussi déclencher derrière des idées de projets à monter avec des intervenants pairs ou des référents. Voilà, donc c'est pas très construit, on va dire. On essaie un petit peu différents canaux, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Merci beaucoup pour vos retours, pour cette table ronde, pour la qualité des échanges qu'il y a pu avoir. Désolé pour ceux qui sont frustrés qu'on n'ait pas posé les questions, parce qu'il y en a plein, mais c'est l'heure de la pause. Donc on va se diriger. Voilà, vous pouvez les applaudir, allez-y.